Imaginez un placement à la fois d'une solidité exceptionnelle, capable de délivrer des rendements parmi les plus élevés sur le long terme, mais avec un risque extrêmement faible. C'est la promesse de Peter Sillern, gérant du fonds Silent Fund, qu'il développe dans son livre « Seuls les meilleurs gagnent », publié en 2022. Peter Sillern, ce n'est pas un théoricien. C'est un investisseur de terrain qui a consacré sa carrière à une seule obsession: identifier ces entreprises rares, capables de croître de manière forte, régulière et surtout durable. Ce qu'il appelle les entreprises quality growth. Selon lui, ces entreprises représentent tout simplement ce qui se fait de mieux pour un investisseur de long terme. Celles qui permettent de faire travailler son capital avec une exigence, maximiser la performance, tout en minimisant le risque de perte définitive. Mais attention, investir dans des entreprises quality growth ne s'improvise pas. Cela demande de la patience, une discipline stricte, une pensée indépendante et le respect de règles très précises. Car pour Peter Sillern, investir est à la fois un art et une science. La science est ce qui permet d'égaler le marché. Aujourd'hui, n'importe quel investisseur peut acheter un simple ETF à bas coût et obtenir une performance très proche de son indice de référence. Mais battre le marché, c'est une toute autre histoire. Il faut faire preuve de sélectivité, avec une forme de finesse, de jugement, de tempérament. Une capacité à voir ce que les autres ne voient pas. Et surtout à rester fidèle à ses convictions dans la durée. Et c'est là que l'approche de Peter Sillern prend tout son sens. Acheter les meilleures entreprises, les conserver longtemps et les laisser faire le travail pour vous. Sur le papier, c'est simple. En pratique, c'est probablement l'une des stratégies les plus exigeantes, mais aussi les plus puissantes jamais conçues pour surperformer durablement tout en limitant les risques majeurs. La bonne nouvelle, c'est que cette approche n'est pas une théorie. Peter Sillern l'a appliquée pendant plus de 30 ans au sein de sa société de gestion, avec un succès remarquable pour lui et ses clients. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager l'essentiel de ce livre, ce que vous devez vraiment comprendre, et surtout ce que vous pouvez appliquer concrètement, dès aujourd'hui, à votre propre stratégie d'investissement. Voici le plan de cet épisode. En première partie, je tenterai de vous expliquer pourquoi la stratégie Quality Growth peut avoir du sens, pour vous, investisseurs de long terme. Ensuite, nous aborderons les 10 règles d'or de Peter Sillern, avant de passer sur sa méthode de construction de portefeuille. Et enfin, nous aborderons sa vision de la valorisation. Avant de commencer, si vous découvrez la chaîne, je m'appelle Antoine. Je suis ingénieur et certifié par l'Autorité des marchés financiers. Et sur cette chaîne, je partage les meilleures méthodes d'investissement en bourse à long terme, avec un objectif simple: vous aider à construire progressivement votre patrimoine et votre liberté financière à travers la chaîne Page et Liberté. Et petit disclaimer, cette vidéo est uniquement à but éducatif et ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé. Les entreprises citées sont simplement des exemples issus du livre de Peter Sillern, pour illustrer sa vision du Quality Growth. Ceci étant dit, bienvenue à vous, installez-vous confortablement pour découvrir ensemble les secrets de la méthode Quality Growth. Alors, pourquoi choisir cette stratégie ? Avant d'essayer de comprendre ce point, il faut comprendre ce que recouvre exactement le terme Quality Growth. Ce sont deux mots, qualité et croissance. La qualité, elle se juge à la solidité de l'entreprise, son historique de performance, l'équilibre de son bilan, la pertinence de ses actifs, les pratiques comptables qu'elle adopte, mais aussi le calibre de son management. La croissance, elle mesure la capacité de l'entreprise à se développer dans le temps, à faire progresser ses ventes, à améliorer ses marges et à générer toujours plus de cash. C'est la fusion de ces deux dimensions, qualité et croissance, qui donne naissance à ces entreprises d'exception. Si la stratégie Quality Growth est aussi puissante, c'est parce qu'elle permet de concilier deux éléments que la plupart des investisseurs opposent en permanence: le risque et la performance. Mais attendez, comment cela est possible ? C'est tout simple. Tout repose sur un principe fondamental: ne retenir que le meilleur. Peter Sillern ne cherche pas à multiplier les paris. Il fait exactement l'inverse. Il réduit drastiquement son univers d'investissement pour se concentrer uniquement sur un nombre limité d'entreprises d'exception. Des entreprises bien établies, solides et qui présentent un ensemble de caractéristiques très précises et que nous allons aborder par la suite. Et contrairement à une idée très répandue, un portefeuille composé de ce type d'entreprise est par nature moins risqué que beaucoup d'autres placements considérés comme sûrs, comme les dépôts bancaires ou même certains emprunts d'État. Parce qu'au fond, la logique d'un investissement en action est toujours la même. À long terme, le cours d'une action suit le développement de l'entreprise. Les rendements que vous pouvez espérer ne tombent pas du ciel. Ils viennent de deux facteurs principaux: la croissance du chiffre d'affaires, des bénéfices et du free cash flow, et le rendement qu'elle est capable d'obtenir sur le capital qu'elle réinvestit. Et donc, mécaniquement, une entreprise qui excelle sur ces deux dimensions
a toutes les raisons d'offrir des rendements supérieurs à la moyenne. Avec le temps, le rendement d'un investissement dans une entreprise quality growth converge progressivement vers la capacité de l'entreprise à générer de la rentabilité et de la croissance. Si une entreprise est capable de générer 15% de rendement sur le capital investi pendant 10, 15 ou 20 ans, avec une croissance bénéficiaire à 2 chiffres, alors il est tout à fait raisonnable de penser que votre rendement, en tant qu'investisseur, sera lui aussi à 2 chiffres. Et l'histoire des marchés le confirme, les entreprises d'exception finissent presque toujours par s'apprécier sur le long terme. Mais qu'en est-il du second pilier, le risque? Et là encore, c'est assez contre-intuitif. Parce qu'on pourrait penser que viser des entreprises à forte croissance implique plus de risques. En réalité, c'est souvent l'inverse. Pour bien comprendre ça, il faut revenir à la définition du risque donnée par Charlie Munger. Le risque, ce n'est pas la volatilité. Le risque, c'est soit ne pas obtenir une performance suffisante, soit perdre définitivement son capital. Le premier point, dans une stratégie quality growth, est largement limité. Parce que vous investissez précisément dans des entreprises conçues pour croître, pour générer des rendements élevés et pour le faire de manière durable. La croissance vous protège donc de ce risque de rendement insuffisant. Mais le vrai danger, le plus important, c'est la perte permanente de capital. Et c'est là que la qualité de l'entreprise joue un rôle clé. Les fondamentaux solides comme la rentabilité, le niveau d'endettement, la résilience du modèle économique agissent comme un véritable rempart contre ce risque. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces entreprises offrent une combinaison extrêmement puissante, des rendements supérieurs à la moyenne, avec un risque inférieur à la moyenne. Elles performent en période d'expansion, elles résistent en période de crise, et pour l'investisseur, cela change tout. Moins de transactions, moins de stress, plus de compréhension, plus de maîtrise. Alors oui, il n'y a jamais de certitude en bourse, mais il existe des probabilités fortes, et lorsque vous détenez des entreprises d'exception, avec une vision de long terme, ces probabilités jouent en votre faveur. Parce qu'au final, sur les marchés financiers, ce n'est pas le plus rapide qui gagne, c'est le plus patient. Comme le dit l'adage, au jeu des marchés financiers, la tortue persévérante l'emportera toujours sur le lièvre impatient. Passons maintenant à la partie la plus intéressante, les 10 règles d'or, celles qui permettent d'identifier ce petit nombre d'entreprises capables de répondre aux exigences de Peter Thiel. Et pour les identifier, l'auteur nous propose 10 règles très précises. Il faut un modèle économique évolutif, une croissance sectorielle supérieure, un leadership continu dans le secteur, un avantage concurrentiel durable, une croissance organique forte, une grande diversité de marchés géographiques ou de clients, des faibles besoins en capitaux et un rendement de capitaux investis élevé, une situation financière solide, des comptes transparents et un management et une gouvernance exceptionnelle. Ça peut paraître un petit peu impressionnant en première approche, mais rassurez-vous, nous allons tout voir ensemble. Déjà, ce qui est frappant quand on applique ces règles avec rigueur, c'est la rareté qui en découle. Sur environ 50 000 entreprises cotées dans les pays de l'OCDE, à peine une soixantaine répondent réellement à l'ensemble de ces critères. Maintenant que ce cadre est posé, rentrons dans le détail de chacun de ces éléments, pour comprendre concrètement comment les reconnaître et les appliquer. Premier critère, un modèle économique évolutif. Un modèle économique évolutif, concrètement, c'est un modèle qui permet à l'entreprise de faire croître durablement son chiffre d'affaires et ses bénéfices, sans trop de difficultés. Peter Thiel identifie principalement 2 grands types de modèles capables de répondre à ces exigences. Le modèle de plateforme et le modèle axé sur les capacités. Une plateforme, c'est un système qui met en relation différents acteurs, généralement des fournisseurs et des clients, et qui facilite leur interaction. Et au sein de ces plateformes, on distingue 2 logiques. D'un côté, les plateformes qui tirent leur croissance du pricing power, c'est-à-dire de leur capacité à augmenter les prix. C'est le cas par exemple de Rightmove, le leader des portails immobiliers au Royaume-Uni, car sa position dominante lui permet d'augmenter ses tarifs au fil du temps, ce qui alimente directement sa croissance. Et de l'autre côté, les plateformes qui tirent leur croissance du volume. Ici, ce n'est pas le prix qui augmente, c'est le nombre d'interactions qui augmente. Plus il y a d'activité sur la plateforme, plus elle génère du revenu. Un exemple très parlant, c'est Mastercard. Plus il y a de transactions dans le monde, plus Mastercard gagne de l'argent. La croissance est directement liée à l'augmentation des volumes. Et la deuxième grande catégorie, c'est le modèle axé sur les capacités. Ici, la logique est différente. L'entreprise grandit en augmentant sa capacité de production. Elle investit pour produire plus et répondre à une demande croissance. Un bon exemple, c'est Fanuc, le fabricant japonais de robots industriels. Son modèle repose sur des lignes de production fortement automatisées, et lorsqu'elle arrive à saturation, l'entreprise peut construire une nouvelle unité, monter en puissance et continuer à croître. Deuxième règle d'or, une croissance sectorielle supérieure. Peter Thiel ne se contente pas de chercher des entreprises performantes et croissantes. Il cherche des entreprises qui évoluent dans des environnements favorables.
Autrement dit, des secteurs qui, par nature, sont en croissance, car il est beaucoup plus facile pour un marin de naviguer avec le vent en poupe. Et quand il parle de croissance sectorielle, il est très clair. Il s'agit des secteurs dont la croissance est supérieure à celle du PIB. Un exemple évident, c'est L'Oréal. Leader mondial de la cosmétique, l'entreprise évolue dans un secteur structurellement en croissance porté par des tendances de fond, montée des classes moyennes, importance croissante de l'image et vieillissement de la population. Et c'est exactement ce que recherche Peter Sillern. Des entreprises d'exception dans des secteurs qui le sont aussi. Troisième règle, un leadership continu dans le secteur. Pour qu'une entreprise soit véritablement exceptionnelle, elle doit, en plus, être le leader de son secteur. Et ce leadership ne se construit pas du jour au lendemain. Il est le fruit de nombreuses années d'investissement, de discipline et de constance. Et c'est précisément pour cela que ces entreprises qui remplissent ce critère sont souvent des marques très connues, solidement installées, avec des positions dominantes, difficiles à contester. Créer une marque capable de rivaliser avec Coca-Cola, ou développer un moteur de recherche capable de concurrencer Google, relève presque de l'impossible. Et ce leadership confère un avantage déterminant. Il donne un pouvoir de fixation des prix. Autrement dit, l'entreprise n'est plus seulement soumise à son environnement, elle est capable de l'influencer. Elle peut augmenter ses prix, préserver ses marges et résister beaucoup plus facilement au cycle économique, qu'il s'agisse de pressions déflationnistes ou de périodes inflationnistes. Et un exemple parfaitement frappant, c'est Hermès. Sur le long terme, la marque est capable d'augmenter régulièrement ses prix, année après année, malgré une tendance déflationniste en Asie, tout en maintenant une demande forte. C'est la signature d'un véritable leader. Mais pour rester leader, l'entreprise doit répondre au quatrième critère, un avantage concurrentiel durable. Et pour moi, c'est clairement l'un des critères les plus importants. Une entreprise quality growth, ce n'est pas seulement une entreprise performante aujourd'hui, c'est une entreprise capable de le rester dans le temps. Et pour ça, elle doit disposer d'avantages concurrentiels solides et surtout durables, car il faut aussi être lucide. Avec le temps, la concurrence arrive, elle s'adapte, elle copie, et finit par éroder progressivement les positions dominantes de nos leaders. Une entreprise très rentable attire forcément des concurrents, et ces concurrents finissent tôt ou tard par mettre sous pression ses marges. Sauf si, et c'est là toute la différence, elle possède un avantage concurrentiel suffisamment puissant pour résister. Un exemple très parlant, c'est encore une fois Mastercard, avec son effet de réseau extrêmement puissant. Plus il y a d'utilisateurs, plus le réseau devient indispensable. Et plus il devient indispensable, plus il attire de nouveaux utilisateurs. Résultat, il devient quasiment impossible pour un nouvel entrant de recréer un tel écosystème. Et c'est exactement ça que vous devez retenir. Un avantage concurrentiel durable, ce n'est pas un bonus, c'est une protection. Cinquième règle d'or, une croissance organique forte. Et là, on touche à quelque chose de très intéressant. Une entreprise, pour croître, a essentiellement deux options. Soit elle grandit en rachetant d'autres entreprises, c'est la croissance externe, soit elle se développe par elle-même, c'est la croissance organique. Et pour Peter Sillern, il n'y a pas vraiment de débat. Ce qu'il cherche en priorité, c'est une croissance qui vient de l'intérieur, une croissance générée par ses propres activités. Parce que la croissance externe, même si elle peut être efficace, introduit beaucoup d'incertitudes. Intégrer une entreprise, ce n'est jamais simple. Fusionner des cultures, aligner des équipes, préserver l'identité de chaque entité, c'est un exercice extrêmement complexe et souvent sous-estimé. On le dit souvent, les fusions et les acquisitions sont souvent le triomphe de l'espoir sur la réalité. Alors attention, ça ne veut pas dire que forcément, c'est une mauvaise stratégie. Des groupes comme Berkshire Hathaway, Investor AB ou encore LVMH ont construit une partie de leur succès grâce aux acquisitions. Mais selon Peter Sillern, cela augmente mécaniquement le niveau d'incertitude. Et c'est précisément ce qu'il cherche à éviter. Moins il y a d'inconnus dans le futur de l'entreprise, plus la probabilité de réussite est élevée. A l'inverse, une croissance organique est souvent un signe d'un modèle solide. Cela signifie que l'entreprise est capable de croître grâce à ses produits, à son positionnement, à sa demande, sans dépendre d'éléments extérieurs. Un exemple très parlant, c'est encore une fois Hermès. Sa croissance repose essentiellement sur sa capacité à vendre plus, mieux et plus cher, sans avoir besoin de racheter massivement d'autres entreprises. Et ça, c'est une signature très forte, parce que derrière, cela traduit une vraie qualité intrinsèque. C'est pour ça que dans la logique quality growth, la croissance par acquisition doit rester souvent secondaire. Ce n'est pas interdit, mais ce ne doit pas être le moteur principal. Numéro 6, c'est la diversification. Une entreprise quality growth ne doit pas dépendre d'un seul marché, ni d'un seul client. Parce que la concentration peut créer du risque.
Lorsqu'une entreprise dépend fortement d'un petit nombre de clients, elle devient vulnérable. Il suffit qu'un seul d'entre eux s'en aille et tout l'équilibre peut être remis en cause. Même logique au niveau géographique. Une entreprise trop exposée à un seul pays s'expose à des risques qu'elle ne maîtrise pas. Changements réglementaires, instabilité politique, décisions fiscales, autant de facteurs imprévisibles qui peuvent impacter directement son activité. Et ça, un investisseur ne peut pas le contrôler. C'est pour ça que Peter Cillern privilégie les groupes capables d'opérer à l'échelle internationale, avec une base de clients diversifiée et une présence sur plusieurs zones géographiques. Alors oui, cela peut parfois limiter un peu la croissance à court terme, mais en contrepartie, cela vous offre quelque chose de bien plus précieux, la résilience. Une entreprise diversifiée encaisse beaucoup mieux les chocs. Si un marché ralentit, un autre peut prendre le relais. Si une zone devient plus complexe, l'activité peut se rééquilibrer ailleurs. Un bon exemple, c'est Apple. L'entreprise vend des produits à l'échelle mondiale sur plusieurs continents, auprès d'une base de clients extrêmement large. Résultat, une structure beaucoup plus solide, beaucoup plus de résilience et donc beaucoup plus compatible avec une logique quality growth. 7e règle d'or, de faibles besoins en capitaux et un rendement des capitaux investis élevé. Ici, on touche le cœur de la création de valeur. Une entreprise de quality growth doit être capable de générer beaucoup avec peu. Peu de capital immobilisé, mais un rendement élevé sur chaque euro investi. Pourquoi c'est important ? Parce que ces deux caractéristiques sont généralement le signe d'une entreprise saine, bien gérée, avec un bilan solide. Parce que pour obtenir des rendements élevés sur des capitaux, une entreprise doit éviter les pertes, allouer efficacement ses ressources, et surtout être capable de financer sa croissance sans dépendre de la dette. Et c'est exactement ce que recherche l'investisseur quality growth. 8e règle, une situation financière solide. C'est-à-dire avec une dette raisonnable. Car une entreprise endettée doit consacrer une partie de ses revenus au remboursement de sa dette et au paiement de ses intérêts. Une partie de la valeur qu'elle crée ne revient donc pas à l'actionnaire, mais au créancier. Et cet argent ne peut pas non plus être réinvesti dans l'activité, ni utilisé pour accélérer la croissance. Plus une entreprise est endettée, plus le risque pour l'actionnaire est élevé. Parce qu'en cas de difficulté, ce sont d'abord les prêteurs qui sont remboursés. L'actionnaire, lui, passe en dernier. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès inverse. L'objectif n'est pas de trouver des entreprises sans dette, parce que dans la réalité, presque toutes les entreprises utilisent de la dette à un moment ou un autre, que ce soit pour se lancer ou se développer. Ce qui compte, ce n'est pas l'absence de dette, c'est sa maîtrise. 9e règle d'or, des comptes transparents. C'est un critère absolument essentiel et souvent sous-estimé. Un investisseur ne peut prendre de bonnes décisions que s'il comprend réellement ce qu'il achète. Et pour ça, il faut une chose simple, des comptes clairs, lisibles et surtout sincères. Il existe d'ailleurs une règle donnée par un gérant de fonds estonien. Je cite, « N'investissez jamais dans les pays où les gens ne portent pas de manteau en hiver. » Derrière cette formule un peu provocatrice, il y a une idée assez simple. Les grandes places financières des pays rigoureux, souvent dans des environnements développés et donc plus froids, imposent des normes comptables strictes, des contrôles sérieux et une transparence bien plus élevée. A l'inverse, dans certains marchés, les exigences sont plus faibles et donc les risques pour l'investisseur sont plus élevés. Mais même dans des environnements réglementés, il faut rester vigilant, parce que certaines entreprises savent parfaitement habiller leurs comptes. Elles utilisent des pratiques comptables complexes pour embellir leurs performances, lisser leurs résultats ou masquer certaines faiblesses. Et parmi les secteurs les plus difficiles à analyser, il y en a un qui revient systématiquement. Ce sont les banques, parce que leur bilan est par nature opaque. L'essentiel de leurs actifs sont des prêts, mais afficher un volume de prêts ne dit rien sur la qualité. On ne sait pas réellement si les emprunteurs seront capables de le rembourser. On ne connaît pas toujours la solidité des garanties. Et une partie de ces prêts finira inévitablement par devenir non performante. Si vous ne comprenez pas les comptes, n'investissez pas. La transparence n'est pas un luxe, c'est une condition indispensable. 10e et dernier critère, un management et une gouvernance d'entreprise exceptionnelle. C'est le point final, mais certainement pas le moins important. Parce qu'au fond, une entreprise ne vaut que ce que vaut son management. Dans une logique quality growth, il est essentiel que les intérêts des dirigeants soient parfaitement alignés avec ceux des actionnaires. Et dans la pratique, cela passe très souvent par un élément simple. Le fait que le management soit lui-même actionnaire de l'entreprise. Quand les dirigeants ont une part significative de leur patrimoine investi dans la société, ils prennent leurs décisions différemment. Ils raisonnent en propriétaires, pas en salariés. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi de l'intégrité, de l'expérience et une culture d'entreprise solide portée à tout niveau de l'organisation. A l'inverse, Peter Cillern met en garde contre certains profils de dirigeants.
Les CIO trop visibles, trop centrés sur eux-mêmes, trop dans la communication plutôt que dans l'exécution. Et il donne un conseil très concret que j'aime beaucoup. Regardez les premières pages du rapport annuel. Elles en disent beaucoup, souvent beaucoup. Si vous tombez sur un document très marketing, rempli de photos du management, avec une mise en scène coûteuse, c'est parfois un signal d'alerte. A l'inverse, un dirigeant sérieux va privilégier le fond à la forme. Il va se concentrer sur la création de valeur, sur la stratégie, sur la transparence, pas sur son image. Et dans ce sens, Peter Sillern apprécie particulièrement les entreprises familiales, parce qu'elles sont souvent moins soumises à la pression du court terme. Elles raisonnent davantage en décennies qu'en trimestres. Et elles accordent une importance particulière à la pérennité de leur croissance. Bon, je sais que tout ça peut paraître exigeant. Identifier des entreprises capables de cocher la majorité de ces critères, ce n'est pas simple. Ça demande du temps, de l'analyse et une vraie discipline. Mais la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous n'êtes pas obligé de le faire tout seul. Chaque mois, je vous partage une analyse complète d'une entreprise qui répond dans certains cas à ces critères Quality Growth. L'objectif, c'est de vous donner des idées d'investissement concrets et surtout vous montrer exactement comment raisonner. Donc si vous voulez recevoir les prochaines analyses, ne rien manquer et surtout gagner du temps précieux, je vous invite à vous inscrire via le lien en description. C'est gratuit et ça peut clairement faire la différence sur le long terme. Alors vous l'avez compris, l'investisseur Quality Growth est avant tout un investisseur sélectif. Et forcément, on pourra lui reprocher une chose, ne pas être suffisamment diversifié. Et au final, le portefeuille de l'investisseur devient volontairement concentré, souvent entre 20 et 30 actions maximum, avec des caractéristiques très similaires, issues d'un univers relativement restreint. Et pourtant, ce type de portefeuille peut produire des performances absolument remarquables sur le long terme. Et comme souvent, lorsqu'il s'agit d'investissement, c'est probablement Warren Buffett qui résume le mieux cette philosophie. Selon lui, la diversification est avant tout une protection contre l'ignorance. Autrement dit, moins l'investisseur possède de connaissances, plus il devrait se diversifier. Mais alors comment un investisseur Quality Growth réduit-il son risque s'il détient moins d'actions ? La réponse est toute simple. Il réduit son risque en éliminant tout ce qui ne répond pas à ses critères et tout ce qu'il ne comprend pas fondamentalement. Il ne cherche pas en priorité à diversifier le risque. Il cherche d'abord à éviter les mauvaises entreprises. Et à mesure qu'il développe une connaissance intime des sociétés qu'il détient, la rotation du portefeuille devient naturellement très faible. Les achats et les ventes deviennent rares. Parce qu'au fond, l'objectif n'est pas constamment d'agir. L'objectif, c'est de laisser le temps travailler pour nous. Alors ce que fait mécaniquement Peter Sillern, c'est exclure de son univers un certain nombre de secteurs. Parmi eux, on retrouve les banques, les télécommunications, les sociétés pétrolières, minières et gazières, le transport aérien, l'automobile, mais aussi les startups et les introductions en bourse. Pour ce qui est des banques, Peter Sillern nous raconte qu'un jour, il discutait avec le directeur général d'une grande banque et il lui a dit « Malheureusement, je ne pourrai jamais acheter les actions de votre banque parce que je ne comprends pas votre bilan. » Et vous savez ce que le directeur de la banque a répondu ? « Moi non plus. » C'était peut-être une plaisanterie, mais honnêtement, j'en doute. Parce que les banques ont des bilans notoirement opaques. Leur activité repose massivement sur l'effet de levier, sur des mécanismes financiers complexes et sur des risques parfois extrêmement difficiles à évaluer avec précision. Et pour un investisseur Quality Growth, c'est rédhibitoire. Ensuite, il y a le secteur des télécommunications. Le problème ici, c'est qu'à mesure qu'un acteur devient rentable, de nouveaux concurrents sont attirés par le marché. La concurrence augmente, les prix baissent et les marges finissent toujours par être compressées. Résultat, il devient très difficile de maintenir durablement une rentabilité exceptionnelle. Même logique pour les sociétés pétrolières et gazières et minières. Une entreprise Quality Growth idéale est normalement capable d'imposer ses prix. Mais une entreprise qui extrait et vend des commodités, ce n'est généralement pas elle qui impose ses prix. Ses revenus dépendent avant tout des fluctuations du prix de la commodité sous-jacente. Et donc d'éléments qu'elle ne contrôle pas. Le secteur aérien, lui aussi, est généralement évité, parce qu'il cumule énormément de fragilité. Une concurrence féroce avec des compagnies low-cost qui tirent les prix vers le bas, une forte sensibilité au prix du carburant, des coûts fixes énormes et une activité extrêmement cyclique. Le moindre choc extérieur, crise économique, hausse du pétrole, événements géopolitiques ou même attaques terroristes peuvent faire brutalement chuter les bénéfices. Et c'est finalement assez similaire pour l'automobile. À ceci près que les constructeurs automobiles doivent, en plus, investir des sommes colossales simplement pour maintenir leur croissance et rester compétitifs. Usines, plateformes, recherche et développement, électrification, chaîne logistique. Les besoins en capitaux sont gigantesques. Enfin, les startups et les introductions en bourse sont généralement évitées elles aussi.
parce que ces sociétés sont souvent non rentables, encore immatures, et surtout parce qu'elles manquent d'historique. Nous n'avons pas encore suffisamment de recul, ni sur leur modèle économique, ni sur leur résilience, et ni sur leur capacité à traverser différents cycles économiques. Alors dans ce cas, quels sont les secteurs qui font réellement la différence, selon Peter Thiel? D'après son expérience, 5 grands secteurs reviennent régulièrement lorsqu'il s'agit de trouver des entreprises quality growth exceptionnelles. La technologie, la consommation discrétionnaire, la santé, l'industrie et la consommation de base. Parce que ce sont précisément les secteurs dans lesquels on trouve le plus souvent des entreprises qui répondent aux 10 règles d'or. Vous le voyez, l'univers d'investissement en quality growth reste relativement restreint. Et forcément, cela implique parfois une volatilité importante du portefeuille. Mais pour un investisseur qui raisonne à 10 ans, 15 ou 20 ans, les mouvements quotidiens du marché ont finalement peu d'importance. Parce qu'à court terme, les marchés reflètent souvent davantage les émotions des investisseurs, la peur, l'euphorie, la panique, que la réalité économique des entreprises. Souvenez-vous de l'idée essentielle de Benjamin Graham. Je cite : « À court terme, la bourse est une machine à voter. Mais à long terme, c'est une machine à peser. À court terme, les prix bougent, en fonction des émotions, des opinions, du bruit. Mais à long terme, ce sont les fondamentaux qui reprennent le dessus. Beaucoup vendent sous la pression, par peur, au pire moment. L'investisseur quality growth, lui, il fait l'inverse. Il sait ce qu'il détient, il comprend ses entreprises, il accepte la volatilité et il reste discipliné. Mieux encore, il utilise parfois cette volatilité à son avantage en renforçant des entreprises d'exception lorsque le marché réagit de manière excessive. Évidemment, cela demande des nerfs d'acier. Mais il n'oublie pas une chose essentielle. Ce n'est pas parce que le marché s'agite que la qualité de l'entreprise a changé. Comme le dit le dicton, les chiens aboient, mais la caravane passe. Voyons maintenant la dernière partie, mais tout aussi importante. Comment est-ce que l'investisseur Peter Thiel considère-t-il le sujet de la valorisation afin de s'assurer d'acheter ces entreprises avec une marge de sécurité ? L'idée centrale de cet ouvrage, c'est justement que la valorisation n'a pas du tout la même importance selon votre horizon de temps. À court terme, les marchés bougent énormément, pour une multitude de raisons. Mais sur le long terme, le marché finit presque toujours par revenir à l'essentiel, la réalité économique de l'entreprise. Et c'est précisément là que les investisseurs quality growth raisonnent différemment. Leur obsession n'est pas d'acheter l'entreprise la moins chère du marché. Leur obsession, c'est d'acheter des entreprises capables d'augmenter durablement leurs bénéfices pendant 10, 15 ou 20 ans. Parce qu'une entreprise exceptionnelle peut avec le temps rendre presque insignifiant un prix d'achat qui paraissait pourtant élevé au départ. C'est une idée fondamentale. Le temps peut corriger une valorisation élevée, mais uniquement et uniquement si l'entreprise continue réellement à croître. Peter Thiel critique fortement l'approche ultra-mathématique enseignée dans beaucoup de business schools pour la valorisation d'entreprise. Selon l'auteur, le vrai sujet n'est pas de construire le modèle Excel parfait avec 50 hypothèses et 3 décimales après la virgule. Le vrai sujet, c'est d'évaluer une chose beaucoup plus importante. La probabilité que l'entreprise puisse maintenir durablement ses futurs bénéfices. Et c'est justement cette visibilité sur les bénéfices futurs qui peut parfois justifier des PER très élevés. Peter Thiel nous explique aussi une idée particulièrement intéressante. Certaines actions quality growth ressemblent presque à des obligations de très haute qualité, parce qu'elles génèrent des flux de trésorerie extrêmement réguliers, prévisibles et durables sur de longues périodes. Warren Buffett aime aussi utiliser des taux obligataires certains, de longue duration, comme point de référence pour valoriser ses investissements à long terme, sans forcément recourir au modèle académique extrêmement complexe enseigné en finance. Je vous renvoie d'ailleurs sur ma vidéo dans laquelle je présente en détail la méthode de l'action-obligation utilisée par Warren Buffett lui-même. Et ce point est particulièrement important, car on ne peut jamais analyser la valorisation des actions sans regarder le marché obligataire. Parce que les taux obligataires représentent au fond le prix de l'argent. Et ce prix influence directement la valorisation des actions. Mais malgré cela, énormément d'investisseurs restent prisonniers d'une vision beaucoup trop simpliste de la valorisation. Ils voient uniquement le PER, sans regarder la qualité exceptionnelle de l'entreprise qui se cache derrière. Parce qu'au final, le vrai risque, ce n'est pas d'acheter trop cher. Le vrai risque, c'est d'investir dans une entreprise incapable de maintenir durablement ses bénéfices dans le temps. Et c'est précisément là que les entreprises quality growth font toute la différence. Chers investisseurs, vous voilà désormais avec une nouvelle façon de regarder les marchés financiers et d'investir en bourse. Alors bien sûr, cette approche n'est pas parfaite. Et honnêtement, je pense moi-même qu'elle possède certaines limites. Mais au fond, ces 10 règles d'or poursuivent un objectif très simple.
vous donner de meilleures chances d'éviter les pertes permanentes en capital, tout en augmentant vos probabilités d'obtenir des rendements supérieurs sur le très long terme. Et finalement, c'est ça le cœur de l'investissement. Protéger son capital, puis laisser le temps et les grandes entreprises travailler pour nous. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette philosophie d'investissement, je vous recommande vivement de vous procurer le livre de Peter Cillern. Je vous ai mis le lien en description. Et passer par ce lien est aussi une excellente manière de soutenir la chaîne et mon travail. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Page et Liberté. Et à me laisser un commentaire pour me dire, selon vous, quelle serait votre entreprise Quality Growth préférée. Et surtout, si vous voulez réellement progresser en investissement, je pense honnêtement que le plus important n'est pas de regarder des dizaines de vidéos par semaine. Le plus important, c'est d'apprendre à analyser concrètement les entreprises. Et c'est précisément pour cette raison que j'ai créé la newsletter Page et Liberté. Chaque mois, j'y partage gratuitement l'analyse complète d'une entreprise de très grande qualité, avec toutes les méthodes abordées sur la chaîne. L'objectif est de vous aider à passer de la théorie à la pratique. Et honnêtement, vu le temps et le travail derrière chaque analyse, ce serait dommage de passer à côté, alors qu'elle est entièrement gratuite. Donc si vous souhaitez recevoir la prochaine directement par email, vous pouvez vous inscrire via le lien en description. Chers investisseurs, merci encore pour votre confiance, pour votre temps, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode sur la chaîne Page et Liberté.